Dernier rendez-vous de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision Shekina. Les codes et mots de passe dans les téléphones en question dans cette édition d'information. En effet, ces codes de plus en plus prisés pour la sécurisation des données personnelles peuvent présenter des dangers, lesquels, allons-y les découvrir dans ce reportage que nous propose Sabrina Kundi Penda. Pour bon nombre d'utilisateurs d'outils de communication tels que les téléphones portables, il devient fréquent de faire recours à des codes et des mots de passe. Cette technique ou nouvelle façon de faire aurait pour élément déclencheur plusieurs faits, parmi lesquels la sécurisation des données personnelles. La confidentialité, pour sécuriser tout ce qu'on met dans le téléphone. On a des enfants, on a des enfants et on sécurise le moins de données qu'on met dans le téléphone. Il y a tellement de choses qu'on met dans le téléphone en ce moment qui fait en sorte qu'on met un code pour éviter aux enfants d'avoir accès à certaines données qui sont dans le téléphone. Au-delà de l'aspect sécuritaire, la présence d'un mot de passe ou d'un code dans un téléphone portable peut, en cas d'accident ou d'oubli, porter préjudice au propriétaire. C'est un danger parce que la plupart des gens peuvent mettre un code dans un téléphone puis oublier le code du téléphone. Bon, imaginez-vous, maintenant que moi j'ai besoin de venir par exemple appeler et que j'ai oublié mon code, ça devient difficile. Il faut encore aller réfléchir le téléphone, ouvrir pour avoir le code, pour faire ceci, faire cela et chercher le moyen de pouvoir communiquer. C'est vraiment difficile. Pour retrouver votre place, ça va être difficile de décoder puisque même vous êtes inconscient. Donc la personne qui va tomber sur votre téléphone ne pourra pas avoir accès à votre code. Donc difficile de joindre X ou L de votre famille. C'est là où est l'inconvénient. Sachant que les codes et les mots de passe utilisés pour le verrouillage des téléphones portables peuvent présenter un danger pour les utilisateurs en situation de faiblesse, les uns et les autres sont invités à prendre conscience de la situation et à agir de manière réfléchie. Petit tour à Franceville où depuis quelques jours la pénurie de gaz butane est observée dans la ville, une situation qui a semble-t-il plusieurs raisons. Allons-y les découvrir avec Inès Munga Mombo de la Savane. Le gaz butane se fait de plus en plus rare dans les ménages à Franceville. Pour subvenir aux besoins de cuisson, les familles font recours aux méthodes artisanales. Dans le cas contraire, il faut s'armer de patience dans les longues files d'attente devant les stations-service. Une situation mal vécue par la population francevilloise. Depuis 10 h du matin. Il n'y a pas le gaz. Et quand le gaz arrive, on dit on enlève d'abord pour le chef. Pour le chef, regarde. C'est pas normal, vraiment. C'est bien. Franchement. On prend 30 pour le gouverneur, 15 pour le maire, le préfet. Tout ça là maintenant, les autres vont avoir. C'est compliqué alors. C'est compliqué. Les populations ont été pleurer là. Regarde d'abord les femmes enceintes. C'est comment? C'est pas bien. Il vient voir au gouverneur. C'est pas bien. Regarde d'abord mon état. Et après, ils vont prendre une bouteille à 10 000 francs. 10 000 francs la bouteille, après. J'ai vu comme ça avec le feu du bois. J'ai pas coupé le bois derrière la maison, c'est comme ça. Et avec les enfants, vraiment, c'est dire, c'est pas facile. Sur les accusations portées sur l'attitude des responsables quant à la réserve de bouteilles de gaz pour les autorités, l'un des responsables se justifie. Ce qui se passe avec le gaz, hier on a reçu un camion, un chargement de 850 bouteilles. Mais on a commencé de vendre bien. Mais vers la fin, les gens ne respectaient pas la quai. Parce qu'il y a des gens qui viennent hors de la quai et ils exigent qu'on les sert. Et ça ne doit pas se passer comme ça. On a pris notre temps de 7 h jusqu'à 14 h. Presque toute la bouteille, le camion qui était arrivé, on a vendu. Bon, ce qui est resté un peu, c'est qu'on a réservé pour les autorités. Parce qu'il y a le maire qui vont passer, les gens du terminal. Parce qu'ils ne doivent pas venir au Mans quand les gens sont dans la quai, ils vont faire la quai avec eux. Et aussi, on ne doit pas aussi servir les gens, c'est-à-dire au Mans quand les gens sont dans la quai pour nous amener le problème, pour nous dire toujours, vous servez les gens de la tenue. La route, on a des camions qui sont tombés parce que la route n'est pas bonne. La route économique est gaspillée. Et la route même de Makoukou, de cela et moi, on a eu un camion qui est tombé. Tout juste de Koundja, 25 km. C'est-à-dire ils ont quitté du Makoukou. En rentrant au Koundja, 25 km, le camion est tombé. Tout est bousillé. Et toutes les bouteilles sont parties au ravin.
Ça dit à quoi? Ça dit au tête de la route. S'il y avait la route comme avant, c'est-à-dire un camion quand il quitte Libreville la nuit, le matin le camion est ici. Mais quand la route est gaspillée, et on n'a pas arrangé, c'est-à-dire les camions, toujours, il y aura des problèmes. Une fois de plus, la dégradation de la route économique est évoquée comme cause de cette pénurie de gaz. Il serait souhaitable que le futur ministre des Infrastructures prenne ce problème à bras-le-corps. Discours de circonstances et ateliers ont agrémenté la journée de la presse célébrée hier dans les locaux de Gabon Première. Les détails avec Fabiola Mengue. L'idéal d'état de droit demande des citoyens bien informés, une transparence des décisions politiques, une publicité des échanges concernant les sujets d'intérêt commun, une pluralité des points de vue qui favorise la formation des opinions et disqualifie les vérités officielles et les dogmatismes. C'est notamment à la presse et aux médias en général, sous toutes leurs formes et à travers leurs différents supports, que revient ce pouvoir de formation et d'information. Mais cette liberté n'existe pas dans certains pays, surtout africains. La journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai à travers le monde, loin d'être une commémoration festive, est le moment d'évaluer l'état de la liberté de la presse dans le monde. Il s'agit de faire un inventaire de la situation de la liberté de la presse depuis la déclaration des principes de liberté de la presse de Windhoek, adoptée en 1991 par les journalistes africains lors d'un séminaire de l'UNESCO tenu dans la capitale namibienne. Il faut dire que ce sont ces assises de Windhoek qui ont inspiré cette journée proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1993 afin de sensibiliser l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leur obligation de respecter et faire respecter le droit de la liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme. Ici, la question que nous devons nous poser est la suivante. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la liberté de la presse pour chaque pays? En ce qui nous concerne, quel est l'état de la liberté de la presse au Gabon? Pour les professionnels des médias, le meilleur repère reste les différents rapports de Reporters sans frontières. La liberté de la presse, comme toute liberté, n'est jamais définitivement acquise. Le développement d'une société de l'information via les canaux numériques implique une vigilance accrue au sujet des droits de l'homme et la presse peut contribuer à garantir les critères essentiels de transparence, de libre accès et de qualité, comme nous le signifie ici le représentant de l'ONU. Cette année, l'UNESCO, agence du système des Nations Unies, qui en assure le leadership, a retenu comme thématique internationale de la journée ce qui suit: médias, justice, état de droit, le contrepoids du pouvoir. En choisissant cette thématique, les Nations Unies ont voulu encourager la réflexion sur la contribution des médias et l'aide professionnelle à la réalisation des objectifs du développement durable, et en particulier l'objectif 16 qui invite les États, je cite, promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. L'apport des médias indépendants et l'aide professionnelle à la consolidation de l'état de droit de la justice n'est plus à démontrer. En effet, dans un environnement où les valeurs de transparence, de responsabilité, de reddition de comptes sont érigées en normes dans la gestion de la chose publique, le rôle de garde-fou, généralement attribué aux médias, trouve un terreau fertile à la pleine réalisation, contribuant ainsi à améliorer la gouvernance publique et à renforcer l'état du droit. En cette journée mondiale, l'UNESCO, l'ONU et d'autres entités internationales invitent à célébrer la liberté de la presse et le travail des journalistes. Mais une question taraude les esprits: comment le faire dans un pays où la place du journaliste est sans cesse bafouée par les dirigeants, où le journaliste est chaque fois réduit au silence par des pots de vin ou de menaces?
Nous restons dans le monde de la communication, parler de cette assemblée générale du CIPROCOM, syndicat des professionnels de la communication, qui a eu lieu dans les locaux de Gabon Première. À cet effet, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Je vous invite à suivre le président qui est ici au micro de Fabiola Mingue. Nous traitions 2 à 3 questions par rencontre. Ça nous permettra de ne pas nous presser, de regarder au détail tout ce qui peut poser problème et de convenir de l'adoption totale et sans réserve des différents points qui sont contenus dans le cahier de charge. Le syndicat précise, et nous l'avons rappelé à la direction générale de Gabon Télévision de Radio Gabon, qu'il n'y a pas de division à faire. Le CIPROCOM n'a pas lieu d'être opposé à un autre syndicat des communicateurs. Le CIPROCOM est désormais le seul interlocuteur crédible si on veut rechercher des solutions, si on veut décrisper la situation. Nous l'avons démontré lors du défilé du 1er mai. Vous le voyez encore tout à l'heure, il n'y a pas un deuxième syndicat des communicateurs qui puisse mobiliser les agents. L'autre syndicat auquel vous pensez est devenu un syndicat déliquescent, qui n'a plus personne, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc il n'y a pas d'illusion à se faire. Le CIPROCOM reste pour l'instant et désormais le seul interlocuteur de la tutelle. Les agents communicateurs, agents commerciaux et agents administratifs se félicitent de ce que nous avons entamé ces contacts avec les directions générales de Radio Gabon et de la télévision. Nous encouragent à rester vigilants et nous avons proposé, après le compte rendu justement de cette première journée des contacts, des échanges, nous avons suggéré en fait qu'on reste attaché aux dispositions syndicales qui prévoient en fait que lorsque nous avons ouvert les négociations, ça entraîne la suspension du mouvement de grève. Seulement la décision, elle revient à la base. La base a estimé qu'à ce niveau de contact, elle ne entrevoit pour l'instant aucun signe, aucune concession n'a été faite par la direction générale de Radio Gabon Télévision, indépendamment de la volonté d'aller dans ces négociations. Par conséquent, elle a décidé de poursuivre le mouvement de grève. Donc le mouvement de grève ne sera pas suspendu. La base a même proposé quelques pistes de solutions, à savoir qu'il y a des problèmes qui peuvent être réglés dans l'immédiat, être considérés comme les premiers pas francs, visibles de la tutelle. À savoir l'annulation de l'affectation des journalistes qui ont été mis à disposition du secrétariat du ministère, qu'ils reviennent dans leur rédaction, à savoir le paiement des arriérés, le cachet et des primes de rendement, à savoir le paiement des arriérés, des primes issues du casting, notamment pour les présentateurs et pour les chefs d'édition. Si ces 3 points sont réglés, la base estime que ce sera des pas importants qui nécessiteront que le CIPROCOM puisse appeler à la reprise du travail. Depuis 8 heures ce matin, les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale procèdent au renouvellement des membres du collège des délégués du personnel, un scrutin hors norme car non reconnu par la direction provinciale du travail. Ephraim Biyogo Edzo, Bertrand Koumileka. Qui abrite les sièges de la Caisse nationale de sécurité sociale, se déroule le second tour des élections professionnelles en violation de l'article 16 de l'arrêté 00147-MTEFP-DGTMOE-DTR du 26 avril 2001 réglementant l'institution du délégué du personnel, lequel dispose que si au premier tour le nombre de votants, déduction faite des bulletins blancs ou nuls, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans un délai de 15 jours à un second tour du scrutin. Lors du premier tour de cette élection, tenu le 26 mars dernier, le syndicat des professionnels de sécurité sociale s'était imposé à la majorité écrasante devant ses autres concurrents. Le procès-verbal établi par la direction provinciale du travail en fait foi, chose qui a occasionné l'irritation de la direction générale de la CNSS, voulant à tout prix avoir une mémise sur le collège qui venait à remporter cette épreuve, ce malgré plusieurs rappels à l'ordre venant de l'instance habilitée. Je constate que le directeur général fait la montre de tout ce qu'il nous avait dit, qu'elle est la sœur du président de la République. Et comme on est sœur du président de la République, moi je pense qu'on devrait quand même observer les décisions de la République.
Parce que quand on essaie le président lui-même observe les décisions qui sont prises par la Cour constitutionnelle. Il n'a jamais remis en cause les décisions de la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes totalement abasourdis de constater que une personne qui est censée mettre en place la politique du chef de l'État met en cause les institutions comme l'inspection du travail. Mieux encore, un courrier daté du 23 avril 2018 émanant de la direction provinciale du travail, adressé pourtant au patronat de la Caisse nationale de sécurité sociale, lequel exigeait de prendre en compte les conclusions de la séance d'arbitrage du 18 avril 2018 qui donne vainqueur au CIPROS, a été curieusement dissimulé par les responsables de cette administration aux fins de faire durer l'attente. C'était sans compter avec la pugnacité des acteurs du CIPROS qui ont fini par obtenir le précieux document. Nous avons observé jusque-là la légalité. Nous avons déposé des recours. Nous avons saisi notre ministère de tutelle. Nous avons déposé les différents recours dans des administrations que nous respectons parce que nous sommes dans un état de droit. Nous estimons que la CNSS n'a pas besoin de troubles en ce moment parce qu'il y a d'autres problèmes plus importants que ça que nous devons régler. La question pour l'élection des délégués du personnel n'est pas fondamentale. Mais c'est ce qui détermine en grande partie la représentativité d'un syndicat. Et donc nous nous remettons toujours à ces administrations-là, mais c'est un pas de trop. Nous estimons que si ce pas-là est franchi, je pense que le CIPROS prendra toutes ses responsabilités. Le scrutin de ce jour est nul et non avenu aux yeux de la direction provinciale du travail, car ne reposant sur aucune disposition légale en République gabonaise, quelle sera encore l'attitude adoptée par les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, alors que les premières tendances qui proviennent des 16 bureaux de vote du pays donnent le CIPROS en tête de ce scrutin. Dans le cadre des activités du projet de développement des compétences et de l'employabilité PRODES, qui a pour objectif l'élargissement et l'amélioration de l'offre de formation pour une meilleure employabilité des jeunes et le renforcement de partenariats publics-privés, une mission de l'unité de coordination du projet a échangé avec les opérateurs économiques du bassin de l'Estuaire. Pierre Parfait, Mbadikumbu. La salle des fêtes de l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel au complexe Basile Ondimba d'Olumi a servi de cadre au lancement de la concertation sectorielle du bassin de l'Estuaire, une mission de l'unité de coordination du projet de développement des compétences et de l'employabilité, plusieurs responsables de centres de formation et des opérateurs économiques du bassin. Objectif affiché, l'élargissement et l'amélioration de l'offre de formation pour une meilleure employabilité des jeunes et le renforcement du partenariat public-privé. Nous sommes en train là de répondre à une volonté du président de la République, son Excellence Ali Bongo, qui veut faire de la formation professionnelle un outil qui participe conséquemment à la transformation structurelle de notre économie. Et cela part par l'adéquation formation-emploi. Nous avons des métiers nouveaux qui vont être présents sur le marché économique. Et ces métiers nouveaux ont besoin de personnel pour pouvoir les prendre en charge. Et ça, c'est la mission que le gouvernement a assignée à l'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel. La perspective pour nous, c'est que la prise en compte de ces nouveaux métiers, pour que cela soit efficace et efficient en termes de formation, c'est de pouvoir développer toute la chaîne managériale de la formation avec les opérateurs économiques. C'est l'amélioration de l'offre de formation, c'est l'augmentation des capacités d'accueil, c'est aussi la gouvernance des établissements avec le partenariat public-privé. Voici les perspectives qui vont nous permettre à terme de pouvoir développer des curricula de formation qui tiennent compte de la réalité de nos différents bassins d'emploi, dans les secteurs, dans les provinces, dans les régions, mais aussi en termes de mise en œuvre de formation, de voir les professionnels participer à l'action et à l'activité de formation, mais aussi les voir en termes de certification à la fin des formations. Là, en ce moment, nous serons sûrs que le fossé qu'il y a entre la demande et l'offre sera certainement beaucoup minimisé et
que les formations seront beaucoup plus adéquates parce que répondant à un besoin réel de notre économie avec les opérateurs économiques. Dans le cadre de ces concertations au sein des différents établissements, les comités techniques ont été installés pour recueillir les besoins réels en termes de formation. Actualité hors de nos frontières en Nouvelle-Calédonie, quelques milliers de personnes ont participé à une marche bleu-blanc-rouge à l'initiative de la droite non indépendantiste de l'archipel pour dénoncer une visite présidentielle trop orientée vers l'identité kanak à leur goût. Reportage. J'arrive. Emmanuel Macron, particulièrement sollicité lors de sa visite dans les quartiers nord de Nouméa. Des quartiers parmi les plus pauvres de l'archipel, touchés par une hausse de la délinquance, cambriolage, violence sur fond de consommation excessive d'alcool, des zones prioritaires où des renforts de policiers sont attendus. Ce renfort de 15 fonctionnaires qui devrait arriver, on l'espère très prochainement, va être dédié à la création d'un GSP, un groupe de sécurité et proximité, qui va être dédié sur ce secteur, principalement axé sur la relation police-population. À quelques mois d'un référendum sensible sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le président Macron veut rassurer, mais ne surtout pas s'impliquer. Il l'a redit dès sa descente d'avion ce jeudi. Ce que nous avons réussi à faire sur la base d'une page douloureuse de notre histoire n'a pas de précédent. C'est construire une souveraineté dans la souveraineté. C'est décider de pouvoir exprimer un choix adulte, conscient, qui ne doit céder à aucun emportement, à aucun embrasement pour ne pas faire bégayer l'histoire. Plus tôt dans la matinée, plusieurs centaines de personnes ont défilé pour marquer leur attachement à la France dans les rues de Nouméa. On a toujours grandi avec plusieurs communautés. On parle entre nous en français. Nos enfants ont aujourd'hui la possibilité de partir en France faire des études. Et là-bas, ils sont accueillis comme étant des citoyens, des natifs de là-haut. Donc c'est une chance d'être français. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais au regard de notre avenir, je considère que c'est une chance aujourd'hui. Seuls les Calédoniens nés sur l'archipel ou les personnes arrivées avant 1994 pourront voter lors du référendum prévu pour novembre. Selon un récent sondage, seuls 22% des Calédoniens seraient en faveur de l'indépendance. Le prix Nobel de littérature ne sera pas décerné cette année en raison d'une affaire d'harcèlement sexuel. Celle-ci avait déjà poussé à la démission plusieurs membres de l'Académie suédoise qui attribue cette distinction. Reportage. Le scandale MeToo fait plonger le prix Nobel dans l'une des pires crises de son existence. La prestigieuse Académie suédoise a annoncé reporter d'1 an la remise du prix Nobel de littérature, une mesure prise après les révélations d'agressions sexuelles qui ébranlent l'institution depuis plusieurs mois. Nous sommes arrivés à la conclusion que la confiance envers l'institution est actuellement au plus bas. Et c'est pourquoi nous avons décidé de repousser la remise du prix. Derrière ce scandale, 7 hommes, Jean-Claude Arnault. En novembre dernier, 18 femmes ont accusé ce photographe français, marié à une des académiciennes, de viol et d'agression sexuelle, ce qu'il nie. L'homme serait également derrière des fuites sur l'attribution du prix. L'Académie avait déjà décidé de couper tout lien avec lui, en mettant notamment fin aux subventions qu'il reçoit pour son lieu d'exposition et de performance à Stockholm. La gestion de cette crise a poussé 6 des 18 sages, dont la secrétaire perpétuelle Sarah Danius, à quitter leur fauteuil. Il y a aussi une crise véritablement, j'allais dire presque technique au cœur de l'Académie. C'est-à-dire que pour pouvoir remettre le prix, il y a 18 membres, mais il faut un minimum, enfin il y a un quorum qui est très précis. Or, au fur et à mesure des démissions des uns et des autres, on ne peut plus techniquement le remettre. En principe, les membres ne peuvent être remplacés qu'après leur mort, mais le nombre élevé de démissions a poussé le roi de Suède à modifier les statuts. De nouveaux membres vont pouvoir être désignés pour que le prix Nobel de littérature soit de nouveau attribué normalement. Retrouvons Aliane Bella et ses nombreux interlocuteurs dans la rubrique Expression libre à travers cette interrogation. Quel est le nom du plus grand lac d'Afrique ? Voilà, ça fait depuis longtemps que j'ai été élève, je ne me rappelle plus de tout ça. Le nom du plus grand lac d'Afrique, je sais pas trop, je sais pas. Hein?
Quel est le nom du plus grand lac d'Afrique? Le lac Victoria. Je n'ai aucune idée. Ah, ça, attends d'abord. Le nom du plus grand lac d'Afrique? C'est le lac Onangé, non? N'est-ce pas? Le fleuve ou le lac? Tanganyika. Pardon? Le nom du plus grand lac d'Afrique? Non, je ne comprends pas ça. Pardon? Le nom du plus grand lac d'Afrique? Non, je ne comprends pas de ça. Le lac Victoria? Le plus grand lac d'Afrique, c'est le Nil. Fallait tout simplement répondre. Le lac Victoria, situé en Afrique de l'Est, est bordé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, avec une superficie de 68 100 km². Ce lac appartient à la fois à ces 3 pays. Il a été nommé ainsi en l'honneur de la reine Victoria. C'est sur ce que nous refermons cette page d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres.